Avant de commencer cet épisode, je voulais te rappeler quelque chose d'essentiel. En course à pied, rien ne remplace la progressivité et un accompagnement pensé pour toi. Depuis plusieurs années, j'aide des coureurs et des coureuses qui ont chacun leur réalité. Un boulot prenant, une vie de famille avec laquelle il faut souvent jongler. Des objectifs qui évoluent, parfois des doutes, mais une envie toujours présente de progresser sans se brûler les ailes. Mon approche, tu la connais. À travers le podcast, elle est à la fois humaine, pédagogique et centrée sur le plaisir. Concrètement, je crée ton plan sur mesure, adapté à ton niveau, à ton agenda et à ton rythme de vie. Pas de copier-coller, pas de pression. Juste une progression qui est construite, étape par étape, pour t'amener plus loin, plus sereinement. Alors si tu ressens le besoin d'un cadre humain, d'un accompagnement sportif qui respecte ta vie autant que tes objectifs, je serai ravi de t'aider à franchir un cap et de te coacher. Toutes les informations pour me rejoindre se trouvent dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, votre rendez-vous hebdomadaire avec la course à pied, des experts, on parle nutrition, on parle coaching, mais également des profils d'invités qui viennent nous raconter un petit peu leur histoire, leur parcours. Aujourd'hui, on va se questionner. Comment réussir à préparer des courses d'ultra-trail de plus de 100 km quand on est parent, maman de 2 enfants, que l'on travaille à temps plein et que nos journées semblent déjà trop courtes? C'est le défi que relève chaque jour Céline Mort, mon invitée dans cet épisode. Assistante de direction, elle est également éducatrice sportive le samedi matin sur la commune de Meaux. Maman et traileuse passionnée, Céline vient de remporter la Bargeau, un ultra-trail de 122 km en totale autonomie, avec la trace GPX sur la montre dans le Cotentin. Dans cet épisode, Céline nous partage avec beaucoup de simplicité son organisation quotidienne, ses habitudes d'entraînement. Elle se réveille à 5 heures chaque matin pour réaliser ses séances. Séances qu'elle appelle fantômes puisqu'elle préserve sa vie de famille. Nous allons également parler de sa vision de la discipline, de la récupération, sans oublier le plaisir de courir. Notre échange montre qu'il est possible de concilier vie professionnelle, vie familiale et ambition sportive, à condition d'accepter que la régularité l'emporte toujours sur la motivation qui, on le sait, peut parfois être un petit peu fluctuante. Sans plus attendre, je vous laisse profiter de mon échange avec Céline Mort. Comment pratiquer l'ultra-distance quand on est maman de 2 enfants sans sacrifier sa famille? Discipline, organisation et communication familiale, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Céline, merci d'être l'invitée du podcast À côté de mes pompes aujourd'hui. Alors avec toi, je voulais parler de toutes ces mamans qui, comme toi, pratiquent la course à pied et trouvent du temps pour organiser leurs entraînements et mener également des courses parfois très très longues, puisque toi tu fais de l'ultra-distance. Mais avant cela, je vais te laisser te présenter pour que tu nous dises qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie. Sois la bienvenue Céline. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Donc effectivement, je m'appelle Céline Mort, j'ai 42 ans. Je suis maman de 2 enfants qui aujourd'hui ont 6 et 9 ans. Je suis passionnée par la course à pied, enfin l'ultra-distance en particulier. Ultra, ça, je sais pas aujourd'hui comment chacun le définit. Moi, j'aime dire autour de 100 kilomètres. Enfin, en tout cas, c'est les épreuves dans lesquelles je pratique en ce moment, avec l'ambition d'aller peut-être un petit peu plus loin. Et la difficulté de s'entraîner de façon qualitative, parce que ça demande quand même beaucoup d'entraînement. Donc comme tu le disais, il faut jongler avec la vie professionnelle. Je suis assistante de direction. Je travaille pour le département dans lequel j'habite, le département de Seine-et-Marne, dans le social, dans une maison départementale des solidarités, donc qui regroupe les services sociaux du département.
Et j'ai un deuxième métier, je donne des cours de sport à des enfants de 4 et 5 ans pour la ville de Meaux, le samedi matin. Céline, ce qu'on disait en off, c'est que de s'entraîner quand on veut réaliser des courses, faire des ultras comme tu le fais, ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Mais à travers ton témoignage aujourd'hui, on veut montrer que c'est pas impossible. Alors comment tu procèdes? Peut-être qu'avant on va revenir sur ton CV de coureur, mais c'était un petit peu le message. C'est pas impossible de réaliser de tels défis malgré le fait que tu aies une vie active très très intense avec des enfants à gérer, ton mari également qui a un poste à responsabilité. Malgré tout, ça rentre dans l'emploi du temps et tu arrives à réaliser de belles performances comme sur la Barjo que tu as remportée il y a quelques jours maintenant. Oui, tout à fait, c'est un message que je porte, en premier lieu auprès de mes collègues de travail, et puis les amis que je peux rencontrer, j'entends souvent: «J'ai pas le temps». C'est vrai que ça demande énormément de temps et une grande organisation. Heu, Personnellement, j'ai choisi, le matin, de bonne heure, quand tout le monde dort encore à la maison, quand monsieur est pas encore parti pour prendre son train vers la capitale, et je veux être, le moins impactante possible pour ma famille. Donc quand tout le monde dort, en principe, c'est assez discret. Parfois, j'arrive même à rentrer et que personne ne soit réveillé. Là, ça, c'est la deuxième victoire de la journée en principe. Et puis, le faire le plus régulièrement possible. Je pense que c'est vraiment les 2 secrets, en fait, pour l'entraînement de qualité. C'est d'y aller, tous les jours ou presque, en ce qui me concerne, et très tôt le matin. Ça demande de la discipline, forcément. On parle de motivation, mais je pense que il s'agit plus de discipline que de motivation. Il y a forcément des matins où c'est plus difficile, notamment les matins d'hiver, quand il fait nuit, froid, qu'on entend la pluie quand le réveil sonne. Là, il faut s'armer, de tout le courage possible, pas trop se poser de questions. J'ai l'habitude de dire ça, en fait, tu mis ton réveil hier soir en se disant, «Ce matin, tu pars pour 1 heure et quart, 1 heure et demie, tout est calé, tes affaires sont prêtes», en fait, pose pas de questions. Tu appliques le plan. Tu t'habilles, tu mets ta montre et tu pars, et puis, se dire qu'on regrette rarement, en fait, d'y être allé. On regrette rarement une séance. Par contre, à l'inverse, on peut passer sa journée en regrettant ce matin finalement d'avoir eu un peu la flemme, de pas avoir bien fait ou pas complètement. Donc ouais, effectivement, ça je pense que le vrai gros mot, c'est discipline. Alors quand tu dis le matin, ça va être très très tôt parce que si les enfants ne sont pas levés, que ton mari n'est pas encore parti pour son activité professionnelle, le réveil c'est 5 heures tous les jours pour une séance? Ouais, 5 heures, 5 heures et demie. Oui, c'est ça, puisque comme je le disais, mes enfants, ils ont 6 et 9 ans. Donc, ils se préparent pas seuls pour aller à l'école. Donc, il faut que je sois revenue en fait, la deadline, il faut que je sois revenue à 7 heures pour me préparer et ensuite réveiller mes enfants, emmener mes enfants à l'école. C'est moi qui emmène les enfants à l'école le matin. Monsieur, part, vers 7h30 pour prendre son train. Donc, il faut que je sois là, prête et dispo pour mes enfants. Donc oui, ça fait des réveils, un peu tôt, 5 heures, 5 heures et demie en fonction des séances, ouais. Après, comme tu le disais, il y a cette satisfaction de revenir à la maison, personne n'est encore levé ou personne n'est, déjà sur le pied de guerre pour t'attendre. C'est ce que j'appelle moi les séances fantômes, qui sont transparentes pour la vie de famille et qui finalement, il y a pas ce sentiment de culpabilité en te disant: «Bah, je suis sorti» et c'est souvent ce que j'entends, hein, dans les personnes, les femmes notamment qui disent: «Bah, ouais, moi il y a la maison qui va passer avant, c'est les enfants, c'est, la vie de la maison qui va être mise en avant et le sport passe un petit peu, en arrière-plan. Est-ce que c'est des choses que tu entends dans ton entourage, dans tes collègues qui peut-être, bah, n'osent pas comme toi se lever tôt et prendre du temps pour leur sport? C'est la famille qui passe devant.
Oui, on entend souvent ça, même parfois c'est un peu jugeant. Enfin, moi j'ai eu des moments un peu difficiles où j'entendais, mais en fait, quand est-ce que tu passes du temps avec tes enfants? Parce que effectivement, les gens s'imaginent que je suis partie en compétition un week-end sur deux et que je m'entraîne énormément. Alors c'est concernant l'entraînement, c'est pas tout à fait faux. Effectivement, je m'entraîne presque tous les jours, mais des séances fantômes, il y en a le matin, il y a celle du midi sur la pause déjeuner, il y a celle du soir quand les enfants sont couchés. J'ai la chance pour le coup que mes enfants sont encore assez petits et du coup se couchent entre 8h30 et 9h, donc je peux encore caler une séance le soir. Mais ça demande énormément d'organisation, c'est sûr, et je comprends toutes ces mamans parce qu'en fait, on se sent jugé, forcément. De toute façon, on sera toujours jugé. On fait pas de sport, on est jugé parce qu'on ne fait pas de sport. On fait du sport, on est jugé parce qu'on en fait trop. On prend pas du temps pour soi, on est jugé parce qu'on prend pas de temps pour soi. On en prend, on est jugé parce que c'est trop. Dans notre vie, on est jugé quoi qu'on fasse. Donc, j'essaye aussi d'avoir ce recul par rapport au jugement des autres, ce qui est pas évident. On est souvent jugé par des enfants qu'on connaît pas ou peu et pour lesquels finalement leur opinion a assez peu d'importance. Mais il y a des fois des phrases qui touchent effectivement et notamment quand c'est lié aux enfants, à la maison, même à la vie de couple. Enfin moi je fais tout ça avec l'adhésion de monsieur. Euh, et, et j'entends parfois, mais en fait, vous vivez enfin comment va votre couple, comment vont tes enfants, mais rassurez-vous, tout le monde va très bien. C'est beaucoup d'organisation et avec un maximum de séances fantômes. Donc quand tout le monde dort, quand les enfants sont à l'école, quand ils sont au sport, quand ils sont chez les grands-parents. Enfin, j'ai plein d'astuces et je pense que mes enfants souffrent pas de ça. Je fais tout pour, en tout cas. Sur un plan matériel, Céline, comment tu fais pour, positionner toutes ces séances, tous ces entraînements? Est-ce que tu es sur, un agenda, numérique digital, façon, calendrier partagé pour toute la famille? Ou est-ce que c'est, la feuille, le crayon et on pose les événements, les objectifs sur, le calendrier, de l'année? Tu as une projection à combien? 3 mois, 6 mois ou c'est, semaine après semaine que tu vas poser tes séances d'entraînement en fonction justement de tes disponibilités? C'est du papier chez nous. On a un calendrier, qui est accroché au frigo comme dans beaucoup de familles, je crois, avec les activités de chacun. Parce que j'ai les miennes, monsieur a aussi les siennes, les enfants ont les leurs. Ils ont aussi des compétitions, on en a tous. Mon conjoint, il est président d'un club de hockey sur gazon sur la ville de Meaux et il est en compétition tous les dimanches matins sur la saison de hockey. Donc, on cale tous nos dates. Quand on est en même temps, on prévient les grands-parents. Mais non, on n'a pas de calendrier digital. Je sais que ça fonctionne plutôt bien. J'ai dans mon entourage des personnes qui ont ça, mais moi j'aime bien le calendrier sur le frigo pour la simple raison que je trouve qu'on se parle. C'est-à-dire que quand on est au dîner le soir et qu'il y en a un qui dit bah au fait la compétition de BMX à telle date, etc. Bah on est dans le salon, on va voir le calendrier, on voit par rapport aux dates de chacun, on s'organise. Donc j'aime bien le papier. Et ta deuxième question concernant la programmation, je pense que je vais apprendre à personne qu'aujourd'hui, on n'est pas à 3 mois pour prendre son dossard. Les dossards s'envolent. Donc là, on est au mois de juin et moi, je connais mes dossards jusqu'à fin décembre, qui ce sera la Lyon-Saint-Élion. Et pour enchaîner avec la Grande Ourcq le 13 décembre, donc pas fin novembre et fin décembre, pardon, et mi-décembre. Mais oui, tout ça c'est organisé forcément bien à l'avance. Il faut aussi que je le cale moi avec les déplacements de mon conjoint. J'ai la chance que lui soit
assez flexible sur son planning professionnel. Donc quand je lui dis bah là cette semaine-là je pars le jeudi parce que j'ai une course, il essaye de pas caser le déplacement professionnel sur ce jeudi-là. Mais encore une fois, il faut se parler, il faut que tout le monde adhère, que personne se sente lésé. Et en principe, je crois que ça fonctionne. Enfin, en tout cas, moi, j'ai la chance que ça fonctionne. Justement, sur cette pratique, Céline, que tu évoques avec de l'ultra-distance, parce que là, Lyon-Saint-Élion, c'est pas la Saint-Élion classique. Tu fais déjà la liaison de Lyon à Saint-Étienne avant d'enchaîner la Saint-Élion. Donc, c'est de la longue distance. Tu es tombée dedans quand tu étais petite ou est-ce que tu as eu une aventure sportive un petit peu périphérique avant de prendre plaisir sur la course à pied et le trail? Je suis absolument pas tombée dedans petite. Par contre, j'ai toujours fait du sport et j'ai toujours fait du sport en compétition. J'ai commencé par le judo parce que mon père enseignait le judo quand j'étais jeune. Et j'ai gardé très longtemps la pratique du judo jusqu'à aller aux France universitaires. Et ensuite j'ai arrêté. En parallèle, je montais à cheval. J'étais cavalière de mes 8 ans à mes 30 ans. Et j'ai aussi pratiqué en compétition et j'en ai même fait mon métier. De mes 20 ans à mes 30 ans, j'ai été cavalière et monitrice d'équitation. Donc un métier où on est dehors, c'est un métier physique forcément. Et avec à la fois je coachais et à la fois je sortais en compétition. Et j'avais choisi, c'était un peu le plan quand on nous demande nos études, ce qu'on veut faire, etc. Moi, j'étais passionnée par ça, donc je voulais le faire, mais je me rendais aussi bien compte que je voudrais pas faire ça toute ma vie parce que ce sont des métiers passion qui sont très difficiles, aussi bien physiquement que dans cette vie de famille à organiser. Encore une fois, c'est pas impossible, mais je m'y voyais pas. En tout cas, je m'y voyais pas maman. Donc c'était à peu près convenu. Moi, j'avais rencontré mon conjoint assez tôt, donc on en avait parlé. C'était à peu près convenu que vers mes 30 ans, j'arrêterais en tout cas d'en faire mon métier. Et donc c'est ce qui s'est passé. Le hasard de la vie a fait que ça s'est exactement passé comme je l'avais imaginé. À 30 ans, j'ai arrêté l'équitation et je suis passée dans des métiers plus sédentaire. Donc là, il a fallu trouver entre guillemets de quoi lâcher l'énergie que j'avais toujours lâchée en fait depuis que j'étais jeune. Je passais mon temps dehors à marcher, courir, monter à cheval. Et donc il a fallu trouver comment lâcher un peu cette énergie. Donc j'ai fait du footing, comme beaucoup de personnes qui se mettent à courir. Je faisais un petit peu de footing de façon pas du tout régulière, mais ça me faisait du bien à la tête, quoi. Et puis un jour, ma mère et ma sœur sont venues me chercher, donc qui sont absolument pas sportives comme je peux l'être, mais qui ont aussi toujours pratiqué parce que dans notre famille, c'était quelque chose que tout le monde faisait. Et j'ai une sœur jumelle, juste la petite parenthèse. Et elles sont venues me chercher en disant, bah, tu veux pas venir, on va faire une petite course à pied ensemble. Alors c'était peut-être 5 ou 10 kilomètres, je me souviens pas très bien. Est-ce que tu veux bien venir avec nous? J'étais pas vraiment entraînée, elle un peu plus, mais on avait un petit peu parié sur le fait que j'avais la «condition physique» entre guillemets. Et je suis allée faire ça avec elle et puis j'y ai pris goût et puis je sentais que mes chronos étaient pas forcément mauvais. Alors on parle toujours de petites distances de 5-10 kilomètres. Donc j'ai pris goût à aller chercher un peu le challenge, un peu plus vite, un peu plus loin, jusqu'à courir 30 kilomètres. Je m'étais arrêtée là et puis je trouvais ça très bien. C'était la petite course locale. C'était un peu le challenge local. Quand déjà tu avais fait le 30 kilomètres du Soldat de la Marne à Meaux, c'était déjà pas mal, quoi. Et puis un jour, il y a une organisation qui se monte à côté de chez moi et qui propose 65 kilomètres en plein mois de décembre. Heu et sans fléchage. Donc uniquement
en se repérant grâce à la trace GPX et avec 3 bases de vie, 3 ravitaux. Un départ contre la montre, tout de nuit, donc on partait entre 18 et 19 heures de souvenir. Ça, on est en décembre 2022. Je demande à l'organisateur s'il pense que c'est faisable. Et il me dit que oui, en s'équipant un peu. Donc j'achète la montre pour courir parce que j'avais pas du tout cet équipement. Et me voilà partie en pleine nuit de décembre par -12 à faire 65 kilomètres. Et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré. Et il y a eu plusieurs choses, donc c'était particulièrement difficile. Il faisait vraiment, vraiment froid, les flasques gelaient. Moi, j'étais pas forcément équipée, donc je courais avec des gants de ski, un pantalon de kawaii que mon père m'avait prêté. Je sais plus exactement ce que j'avais en haut, mais certainement pas quelque chose qui était dédié à la course à pied. Mais l'idée, c'était d'avancer sans avoir froid. J'avais déjà un peu cette mentalité-là, juste avance, avance, tout ce que, enfin, tu prends ce que tu peux faire, quoi. Et j'ai terminé. Et déjà, c'était un peu un exploit parce que c'était tellement difficile, ce froid à gérer et tout. J'ai terminé et je me rappelle qu'il y avait des grands noms, pour moi en tout cas, des gens qui avaient de l'expérience, qui eux avaient mis le clignotant et je m'ét et je c'est là un peu où j'ai pris la mesure et je me suis dit: «Ah oui, ils ont pas terminé, mais moi pourtant j'ai pris un pied d'enfer, quoi». Enfin, je m'étais vraiment éclatée dans cette nuit-là. Donc voilà, j'ai été piquée ce jour-là, je pense, décembre 2022 par -10 degrés, une nuit, étoilée. Il faisait super beau, il y avait plein d'étoiles. Et là, je me suis dit: «Mais c'est trop bien ces aventures». En fait, on quitte un peu la course à pied, on arrive sur, quelque chose d'un peu plus aventure. Donc effectivement, il faut s'entraîner, il faut avoir la caisse pour enchaîner les kilomètres. Mais je je suis pas sûre que ce soit exactement la même pratique que quelqu'un, qui s'entraîne, pour passer, sous les 40 minutes aux 10 kilomètres. Heu, on fait beaucoup de enfin moi je fais pas mal de volume, mais j'aime bien dire que je fais du volume en footing, en fait. Je fais ce qu'on appelle endurance fondamentale parce que maintenant j'ai appris un peu tous ces mots et tout ça. Mais en fait, je fais beaucoup de sorties longues, tranquillement, Avec en des écoutant des podcasts dans les podcasts. oreilles. Exactement, j'allais dire ça, en écoutant des podcasts. Cette pratique t'a réellement piqué? Tu retrouvais finalement ce côté extérieur que tu avais dans ce métier de cavalière que tu as stoppé net à 30 ans? Depuis, l'activité hippique, tu n'as jamais repris, tu n'es jamais remonté sur un cheval? Non, j'ai coaché encore je sais pas si c'est années, peut-être 2 ans encore après, des particuliers qui, voilà, m'ont demandé, de rester, de façon individuelle. Donc j'ai un peu coaché, je continue un peu à monter leurs chevaux. Mais moi, j'ai vendu mon cheval, j'étais propriétaire. J'ai vendu mon cheval, et depuis, je suis pas encore remontée. Et la difficulté, c'est que j'adorerais remonter, mais j'aimerais refaire du sport. Et en équitation, on a, enfin, c'est comme dans tout, en fait, je pense, mais il faut s'entraîner. Tu remontes pas tout de suite à faire du sport. Sinon, si je remonte juste une fois comme ça, j'irai faire de la balade. Alors, c'est génial, hein, les balades à cheval, mais j'espère qu'un jour, je pourrais peut-être, ouais, refaire un peu de sport équestre. Est-ce que tu trouves des parallèles entre cette pratique extérieure de la course à pied et l'équitation? Oui, plein. Plein sur le fait d'être dehors, ça, c'est sûr. Parce qu'effectivement, il y a cette attirance d'être dehors, ces paysages, cette liberté, forcément. C'est une liberté enfin moi j'ai pratiqué le judo, on est dans des salles, c'est pas du tout les mêmes sensations. Même enfin, je fais un petit peu de vélo aussi. Cette sensation de liberté, elle est très forte. Je pense que dans ces 3 sports-là que je connais, je retrouve ça et j'y suis très attachée. Heu donc évidemment pour ça et puis après pour quelque chose que peut-être on sous-estime, mais en fait, quand on est cavalier, on connaît parfaitement la biomécanique, équine. Donc on sait dire, comment l'entraîner au mieux pour qu'il nous donne le maximum et en fait, un corps humain et un corps équin, ça reste des corps vivants
Et donc on retrouve des muscles, on retrouve, forcément, des petites, «blessures» entre guillemets ou en tout cas gênes, où on peut se dire: «Ah mais oui», mais du coup on fait des parallèles avec ce que moi je connaissais des chevaux et oui ça m'a pas mal aidé sur, bah, des notions de relâchement par exemple tout simplement. À cheval, on cherche le relâchement pour obtenir le meilleur de nos chevaux. Et je pense que dans le sport en général, il faut être le plus relâché possible aussi pour être performant. Alors dans cette biomécanique, c'est intéressant ce que tu évoques par rapport, au, duo cavalier, cheval. Tu arrivais à percevoir ton cheval un petit peu plus tendu, une pose de sabot, peut-être pas optimum? Ça, tu le percevais finement à travers ta connaissance de ton cheval, dont tu étais propriétaire, mais également de toute cette biomécanique que tu avais étudiée? Oui, mais pas que moi en fait. Quand on est cavalier, on sait tout ça. On sait si notre cheval il est tendu, on sait s'il est relâché, on sait s'il va poser les pieds au bon endroit pour sauter l'obstacle correctement. Moi, j'étais plutôt cavalière de saut d'obstacle. En fait, on apprend ça très vite. C'est ce on appelle un peu le feeling, mais c'est aussi, très technique et oui, tous les cavaliers un peu de sport, en tout cas, en dehors des cavaliers débutants, mais ça vient assez vite, savent, évidemment appréhender tout ça, ouais. Alors comment tu as appréhendé ce nouveau sport qui se présentait à toi avec cette course à pied? Tu le disais, tu avais pas forcément au départ l'équipement, la montre, bon, bah, qui s'avère indispensable quand tu fais des épreuves où seule la trace GPX va te servir de repère. Est-ce que tu as été accompagné ou est-ce que tu as fonctionné en autodidacte en essayant d'avoir, comme pour ton cheval, un recul nécessaire sur, ta pratique, sur ton relâchement, sur ta pose de pied, sur ces paramètres, biomécaniques? Parce qu'on dit souvent: «Courir, c'est facile, tu prends une paire de chaussures et on y va». Mais il s'avère que c'est peut-être un petit peu plus compliqué dans la pratique. Ouais, non, je suis pas accompagnée, je suis pas licenciée, j'ai pas de coach. Voilà, je sais pas si on peut dire autodidacte parce que encore faudrait-il écrire une méthode. Je suis pas toujours sûre d'avoir vraiment une méthode. Heu, mais je dis ça avec de la légèreté, mais je me documente beaucoup, j'écoute, je lis, heu, je fais des recherches internet, je lis, je regarde aussi tout ce bah, l'influence aussi qu'on peut avoir maintenant sur les réseaux qui permet de se questionner sur des pratiques, sur, les élites aussi, alors sans forcément, calquer ce que eux ils mettent en pratique, mais ça permet en tout cas de se re-questionner, sur, bah, l'alimentation, le sommeil, l'équipement, voilà, il y a plein de choses après que j'ai mis en place, d'autres pour l'instant où je suis pas du tout au point. Par exemple, moi je cours sans bâton. Donc et pourtant je fais quelques courses à la montagne. Alors parfois on me demande, si je prépare la réunion. Non, toujours pas. Sauf que moi pour m'entraîner, j'ai assez peu de montagnes, voire pas du tout de montagnes. Donc je me sens pas à l'aise avec les bâtons parce que je trouve que c'est une contrainte de devoir, les prendre, les ranger, les plier, les déplier. Il faudrait s'entraîner à faire ça, et j'ai pas forcément l'envie. Donc pour l'instant, je suis sans bâton, mais après sur ce que font les élites, c'est inspirant, sur ce que font les copains tout simplement autour de nous. Enfin, on se parle aussi, dans notre région, il y a quand même quelques grandes distances, on se retrouve, on se parle. C'est une communauté qui est, je trouve, en plus assez bienveillante, où effectivement, il y a un classement, on reste dans des compétitions, mais ouais, on est quand même, déjà en compétition avec nous-mêmes. C'est-à-dire que faut que notre perf, elle ressemble le plus possible à ce qu'on est capable de donner. Donc je trouve que c'est hyper intéressant, d'échanger aussi avec, bah, les copains, les copines, qu'on peut croiser sur ces épreuves-là, parce qu'on a un peu tous les mêmes préoccupations. Est-ce que tu trouves, Céline, avoir été raisonnable dans ta progression au niveau kilométrique? Première course, 5-10 kilomètres. Après, tu as vu 30, tu t'es dit: «C'est une étape». 65 de nuit par -10, ça passe. Là, bah, tu fais des courses qui vont, au-delà du 100 kilomètres. Là, Lyon-Saint-Élion, c'est peut-être, 120-130 ou 140 kilomètres. 150? 160?
160 kilomètres. Donc, comment tu estimes cette progression? Parce que 2022, finalement, dans une carrière de sportive, c'est seulement il y a 4 ans pour ces longues distances. Pas de bobo, pas de blessure. Comment tu gères finalement ce plan de carrière, si on peut l'appeler ainsi, parce qu'on le disait tout à l'heure, les courses, il faut les planifier quasiment 1 an à l'avance. Donc, quelle est ta vision sur ton évolution depuis ton démarrage dans la course à pied? Je si on me pose la question à moi, j'ai envie de dire que oui, j'ai été raisonnable. Je pense que si on demande à mon père et à ma mère, ils te diront que j'ai pas été du tout raisonnable. Non, en étant un peu plus sérieuse, oui, je me trouve raisonnable parce que en fait, je me blesse pas, ou je me fais des toutes petites contractures et dès que je sens en fait, je suis très à l'écoute, de mon corps et encore une fois, c'est pas mon travail moi, la course à pied. Il faut que ça reste un loisir et en plus de ça, j'ai quand même ces responsabilités, de famille avec mes enfants et cetera. Donc je veux surtout pas que ça prenne, trop de place. Donc dès qu'il y a une petite contracture, un petit truc, je baisse le enfin, je lève le pied, pardon, et je cours jamais sur blessure. Maintenant, j'ai inclus le vélo, et je trouve que le vélo, c'est hyper intéressant pour éviter tout ce qui est impact, et du coup, on s'entraîne quand même, mais de façon tellement plus douce. Donc, aujourd'hui, ouais, j'ai cette chance aussi de pas avoir eu d'accident. Parce qu'on blessure, on parle de blessure parce que on va aller, faire trop, trop fort et cetera. Donc moi, j'ai la chance de pas m'être blessée, mais j'ai surtout l'énorme chance de pas avoir eu d'accident, ni à pied, ni à vélo. Enfin, il y a des on peut pas tout mesurer, tout contrôler, malheureusement ou heureusement parce que ça fait aussi la beauté du sport, mais je pense pas que j'ai été trop vite et je vais augmenter encore un petit peu, du coup. Parce qu'à la fin de l'année, j'ai prévu le 175 du Grand Trail d'Auvergne. C'est un peu l'objectif de cette année 2026. Donc, tu vois, j'augmente petit à petit quand même. Donc c'est dosé, chaque année, il y a un petit pourcentage d'augmentation, mais qui fait que ton corps s'adapte. Tu ressens pas finalement, comme tu le disais, de blessures, de tensions. Là, après la Barjo, dont on va parler tout à l'heure, tu disais avoir fait peut-être un petit peu plus de vélo pour, recharger un petit peu les batteries et soulager un petit peu les articulations. Donc, vraiment une grosse, capacité à être à l'écoute de tes sensations et à ne pas, franchir, un volume d'entraînement qui serait délétère et qui t'empêche derrière, d'assurer toutes tes missions, à la fois professionnelles, mais, celles de maman et tout ce que tu fais finalement dans ton quotidien. Oui, complètement. Là, on reparle de la Barjo, donc non, j'ai aucune blessure. Euh, et j'ai fait derrière une semaine de vélo. Donc j'ai couru la Barjo du vendredi au samedi, le dimanche et lundi j'étais de repos et dès le mardi j'ai remis du vélo. J'ai fait du vélo pendant presque 10 jours et là depuis 2 jours j'enchaîne vélo course à pied. Donc je fais une belle séance de vélo à mon niveau, hein. Moi, je fais du vélo à 18-20 km/h, hein. Je suis pas une cycliste. Mais je fais une séance d'1 heure, 1 h 15 de vélo. Je pose le vélo, je mets les baskets et je vais courir 20-30 minutes. Je fais ça pendant 2 jours. C'est assez nouveau, j'avais encore pas trop fait ça. Mais il se trouve que j'ai une compétition qui arrive dans pas très longtemps. Donc je veux pas non plus faire un gros, gros temps de récup. Parce que je vais refaire de la récup avant d'aller sur l'Oise Trail Tour. Je pars sur l'Oise Trail Tour. Donc, mais je trouve que le vélo, il est hyper intéressant parce qu'on se monte le cardio, musculairement, on continue quand même enfin, une sorte de renforcement musculaire et sans y mettre les impacts qui peuvent nous créer ces petits maux aux ischios, à la cheville, aux genoux, ou je sais pas, on a chacun nos petites faiblesses
et pour ça, je trouve que c'est intéressant à voir si ça marche parce que c'est un petit peu nouveau tout ça. Donc on verra après l'Oise Trail Tour si ça a marché ou pas. Mais moi, mon objectif, c'est d'être finisher. J'ai la chance, non, c'est un peu réducteur parce que je m'entraîne pour, mais j'ai fait première à la Barjo, donc il y a 10 jours. Mais je suis pas élite. Donc je teste encore des trucs, ça marche moins bien. La Barjo, je pense que c'est une course qui me convenait plutôt pas mal aussi sur le profil, parce qu'on n'a pas des montées de 3 kilomètres, on prend pas 6000 de D+, on en prend quand même 2000, 2500, mais du coup, je suis assez lucide sur tout ça. Je vais peut-être pas aller jouer le podium de l'Oisin Trail Tour. Mais si déjà je suis finisher dans un temps qui, moi, me satisfait, franchement, j'ai gagné. Est-ce que tu t'es surpris d'arriver en tête et de gagner cette course qui est la Barjo? Parce que là, tu le dis un petit peu sur la pointe des pieds, je m'excuse, moi je suis pas élite, bon je finis première, mais le parcours, me convenait bien. Tu t'entraînes quand même de façon conséquente pour être préparé. J'en discutais avec quelqu'un de mon association qui a bouclé le 175 kilomètres de l'ultramarin dans le Morbihan. Et en discutant, lui, avec des concurrents qui étaient au départ de cette course, lui devait faire que le 100 kilomètres. Il a basculé sur le 175 en raison de l'annulation. Et du fait de cette annulation, il est parti un petit peu dans l'inconnu, mais en discutant avec les concurrents autour, il trouvait qu'il était mieux préparé que des personnes qui allaient s'élancer sur la grande distance. Est-ce que toi, c'est ton constat? Parce que tu as ce volume d'entraînement, tu fais beaucoup, comme tu disais, d'endurance fondamentale, dans des zones où tu te blesses pas et où tu es capable et consciente que ton corps puisse tenir. Donc moi, je trouve que t'as pas peut-être le statut d'élite, mais tu t'entraînes quand même de façon très structurée, avec beaucoup de rigueur et de discipline, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Donc, faut pas s'excuser, je pense, de d'arriver première en tête de la Barlow, c'est que tu l'as mérité et que tu as été plus performante que les autres concurrentes. Enfin bon, c'est mon point de vue. Ouais, je te remercie, c'est vrai. C'est vrai, on a toujours un peu ce syndrome de l'imposteur, peut-être, enfin tous, je sais pas, moi peut-être, probablement. Oui, je m'entraîne et je rêve de ces podiums et de ces premières places, et cetera. C'est-à-dire qu'effectivement, être finisher, c'est super. Être finisher en étant première, deuxième ou troisième, c'est encore mieux. Donc oui, forcément que je rêve de tout ça. Après, faut doser. C'est juste ça. Il faut rester un peu les pieds sur terre et doser. Et puis, en fait, je m'interdis de m'auto-flageller, d'être déçue parce que ce jour-là, je suis 12e. Alors, faut savoir aussi que chez les filles, on n'est pas très nombreuses aussi à faire ce genre de distance. Donc, effectivement, 12e, c'est pas toujours une super place quand on est chez les filles, alors que chez les garçons, c'est super parce que la densité est pas du tout la même. Mais je suis plus à regarder ma gestion de course et si c'est récompensé par un podium, c'est vraiment super. Et des fois, oui, quand je vois que je peux jouer un peu la course en tête, les performances sont encore meilleures parce qu'on y trouve une motivation. On a envie de les garder ces premières places quand même. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu t'es retrouvé en tête de cette course, la Barjo? Est-ce qu'il y avait un peu de pression? Est-ce que tu t'es dit: «Oh là, là, va falloir que je gère, je sais que j'ai tant d'avance»? Est-ce que tu avais des infos sur, les concurrentes qui étaient derrière? Ou est-ce que tu es resté zen en te disant: je suis devant, je profite, j'avance et je tiens pas compte de ce qui arrive, dans le peloton derrière moi»? Je l'ai su assez tard entre guillemets. Enfin, je pense que j'en ai été vraiment sûre vers le 44e kilomètre, parce que je savais pas trop ce qui se passait devant et tout. Euh, En fait, j'avais pas d'idée de la tête de course à tel point que pour l'anecdote, je suis 10e de cette course au scratch. Je m'attendais à être peut-être 20 ou 30e de la course. Euh, j'ai su parce qu'on me l'a dit que j'étais première, mais on m'a aussi dit en repartant, il y avait un ravito et en repartant du ravito, on me dit que toutes les filles se suivent, elles arrivent et effectivement, comme moi je repars du ravito, je croise au moins deux jeunes femmes, je crois. Alors il fait nuit, on voit pas toujours très bien, mais je pense que je croise deux jeunes femmes que j'encourage, etc. Parce que je trouve que c'est super.
enfin voilà, qu'il y ait de la concurrence. En fait, la victoire, elle est belle que s'il y a quelqu'un qui vient un peu te pousser dans tes retranchements. Donc je sais vers le 40e que je suis toute seule, mais là je continue ma course très zen, sans forcément, enfin très zen ou en tout cas à mon rythme, sans me préoccuper de cette première place. Je continue d'avancer et vers le 100e kilomètre, ça devient vraiment dur. On a des dunes, des plages, des galets. Je sens que le rythme, il baisse vraiment de façon significative et et j'ai ma sœur au téléphone, enfin, je l'ai pas au téléphone, mais qui m'envoie un WhatsApp, donc ma sœur jumelle, qui est à la maison et qui me dit: «Est-ce que ça va?» Donc c'est le principe des sœurs jumelles, c'est-à-dire que de temps en temps, donc elle m'envoie juste un message: «Est-ce que ça va?» Et je lui réponds: «Oui, oui, ça va. A priori, je suis première. Est-ce que tu peux regarder où sont un peu les autres?» et cetera. Parce que là, je sentais que je baissais, je baissais, je baissais. Donc je préférais un peu me préparer, voir s'il y en a une qui allait me passer dans 2 minutes. Et donc oui, à ce moment-là, ma sœur, elle m'a un petit peu fait le point, à distance, quand elle arrivait à se dépatouiller des applications de suivi qui sont pas toujours évidentes. Mais elle a beaucoup appris. Elle fait ça assez régulièrement, et donc après c'est difficile à mesurer parce que moi j'ai l'impression que j'avançais plus vraiment. Sur la fin elle est vraiment difficile, et elle me disait: «Elle est 4 kilomètres derrière toi». 4 kilomètres, c'est pas grand-chose, hein. Quand on fait un footing le matin, 4 kilomètres, c'est 30 minutes, quoi. Sauf que 4 kilomètres, quand on a déjà 110 dans les pattes, qu'il fait super chaud, que en fait, moi, j'avançais plus vraiment, mais celles de derrière, elles avançaient pas plus. Donc en gardant mon rythme, ça l'a fait. Il y avait combien de kilomètres à parcourir sur cette Barjo? 122, À la simple 122 trace GPX, là oui, aussi. c'est ça, 122 kilomètres, uniquement guidés par la trace GPX et la particularité, c'est aussi qu'il y a pas de ravitaillement. On a sur notre trace GPX, des points d'eau qui vont être, les cimetières, les églises et les blocs sanitaires essentiellement, enfin voire que ça. Et donc déjà moi j'avais un peu préparé ça en regardant la trace. Je m'étais quand même fait des points où je pensais m'arrêter et notamment le dernier point d'eau, il était au 80e kilomètre et donc il en restait 40 à faire, sans eau, enfin sans point d'eau. Et j'avais choisi, si ça passait, donc c'était forcément modifiable, de là remplir 4 flasques, pour avoir, presque, enfin un peu plus de 2 litres d'eau, parce que sinon il y avait une autre possibilité autour du 110e kilomètre, on pouvait faire un petit détour qui nous amenait lui aussi à un autre point d'eau, mais moi j'avais pas l'envie de faire ce détour. Je m'étais dit: «Si ça passe, je mets les 4 flasques, dans le sac et je pars comme ça». C'est passé, mais c'était dur. 40 kilomètres avec 2 litres d'eau avec, alors c'était pas canicule, hein, dans le Cotentin, mais il faisait quand même, un peu chaud. Je suis arrivée, j'avais soif quand même, mais c'est passé. Donc pas prête à faire un petit détour et à potentiellement t'éloigner de la trace GPX. Non, parce que j'avais envie de jouer le classement et je me dis que si je fais ce détour, il y en a une qui peut ne pas le faire et passer. Donc j'avais choisi ça. Je sais absolument pas ce qu'ont fait les filles derrière moi d'ailleurs, et même les garçons autour de moi, je sais pas s'ils sont allés, au 110e. Moi, j'avais choisi ça, je me suis rationnée, il y avait des choses que j'avais pas mesurées. C'est que, bah, du coup, ça voulait dire aussi, diminuer le sucre. Je suis pas capable de m'alimenter en sucre sans boire. Et donc ça a été une difficulté que j'avais pas mesurée avant de partir. Donc c'est là où ça a été un petit peu plus difficile parce que fallait à la fois, diminuer l'eau, diminuer le sucre. Mais c'est ce qui rend aussi tout ça encore plus beau, en fait.
Donc non, je suis très contente et cette 10e place au scratch, elle a presque plus de valeur encore que la première place. C'est que je trouve ça super, en fait. Enfin, devant moi, j'avais des mecs, ils s'entraînent vraiment. Alors je dis pas que je m'entraîne pas, mais Encore là, tu t'excuses, hein. Moi, voilà, eux, ils s'entraînent vraiment. Moi, je fais des sorties à 5 heures du matin, mais eux, ils font vraiment de l'entraînement. non, je m'entraîne aussi, mais je connais pas en fait, on connaît pas la vie de chacun. Et je sais pas quelles contraintes eux, ils se posent. Je connais les miennes, en tout cas. Et du coup, je trouve ça chouette avec mes contraintes de vie de réussir à aller accrocher une 10e place. Je trouve ça super. Je suis très contente. C'est une très belle place. Est-ce que tu trouves, Céline, que le rapport homme-femme sur ces courses longue distance, on dit souvent les hommes sont plus rapides, on le voit sur des courses à chrono, mais quand la distance augmente, est-ce qu'il y a une plus grande résistance de la femme par rapport aux hommes? Parce que là, tu le dis, je fais jeu égal avec des personnes de sexe masculin, 10e place au classement. On voit sur l'UTMB, sur des trails, des femmes et des jeunes femmes qui font également de très très belles performances. Est-ce que tu valides ce constat? Est-ce que c'est lié peut-être à un mental, à une résistance plus importante? Comment tu le perçois toi, cette, cohabitation entre les hommes et les femmes sur trail? Je suis pas sûre qu'on joue le même jeu. On a nos qualités, nos défauts. Effectivement, peut-être, que les femmes qui s'alignent sur un départ, elles vont plus au bout. Je crois qu'il y a des stats qui sont sortis là-dessus, hein. Il y a quand une femme est sur une ligne de départ, il y a moins d'abandon que chez les hommes. Malgré tout, tout ça, c'est aussi, largement faussé par la densité, parce que la densité entre les hommes et les femmes est pas du tout la même. Par contre, en termes de vitesse, physiologiquement, je pense que voilà, un homme court plus vite qu'une femme. En tout cas, aujourd'hui, on n'a encore pas réussi à prouver le contraire. Et en plus, nous, les femmes, on a quand même d'autres difficultés à gérer, qui peuvent paraître assez bénignes et qui parfois le sont, et des fois quand même assez préoccupantes. Par exemple, le matériel obligatoire, il est le même que tu sois un homme ou une femme. C'est-à-dire que moi, avec mes 50-55 kilos, je porte la même chose, le même poids à peu près, moi parce que ma veste, elle est un tout petit peu plus petite, donc du coup, je qui dois gagner quand même 1 ou 2 grammes, mais qu'un homme qui fait 90 kilos et qui a la condition, physique. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est une grosse difficulté, sur tout ce qui est matériel. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup et en même temps, il y a pas de solution et puis on l'a choisi. Mais on se porte quand même un sac à dos, je pense, bien plus proportionnellement plus lourd, en fait, qu'un homme. Il y a ça et après il y a, bah, tout évidemment, tout ce qui va être lié à la féminité propre. C'est-à-dire que, bah, moi, quand j'ai envie de faire pipi, je vais quand même essayer d'aller trouver un petit coin un peu caché, alors sans forcément dire que je vais aller m'enfoncer et me cacher complètement. Je pense qu'on a de la chance aussi que les hommes soient plutôt, respectueux. Enfin, moi, j'ai jamais, en tout cas, eu une mauvaise, rencontre, parce que ce serait ça. Je me suis jamais sentie mal à l'aise par rapport à ça, mais le fait est que les codes font que nous, les femmes, on peut pas s'arrêter et se tourner et faire pipi. C'est comme ça, il faut qu'on se cache un petit peu, c'est la décence. Donc on a quand même ça. Et puis après, on va être, tout ce qui va être lié à nos cycles, on en parle de plus en plus, mais c'est un sujet quand même. C'est un sujet quand même. Donc, est-ce que les filles sont plus fortes? Oui, peut-être quand on est plus déterminé, mais je pense que les hommes continuent de courir plus vite que les femmes. Justement sur ces cycles et ces désagréments mensuels, est-ce que ça met en place dans ton entraînement des adaptations, des jours où tu te sens un peu plus fatigué, moins à même et tu te dis: «Bon, bah, là, je vais lever le pied parce que je sais que je suis en jour 1, jour 2 de ces règles qui arrivent» ou est-ce que, finalement ça ne t'impacte pas plus que cela? Non, moi personnellement, ça m'impacte pas plus que ça, mais parce qu'aussi je m'y intéresse pas. Je dis pas qu'il y a pas d'impact. Enfin, je pense que ce serait complètement à côté de la plaque, encore une fois, de dire ça, parce que les études le prouvent, hein. Il y a de plus en plus, d'études, sur ces sujets-là. Je m'y intéresse assez peu. Heu
presque pour ne pas me trouver d'excuses. On parlait de discipline. J'ai choisi cette semaine-là de partir tous les matins à 5 heures courir. Bah, je veux pas me créer encore cette contrainte en tête à me dire bah oui, mais là t'es à ça du cycle, donc du coup est-ce que ce serait pas mieux de ceci cela? Parce qu'en fait sinon des excuses entre guillemets, je peux en trouver plein. Mon fils il a pas dormi de la nuit, il a été malade, ma fille elle a ceci. Enfin si je commence un peu à aller chercher ce qui va m'empêcher de faire les séances ou celles que j'avais prévues, je pense que je peux trouver plusieurs bonnes raisons. Je dis pas du tout que enfin en fait des excuses c'est pas vraiment le bon mot parce que ce serait de bonnes raisons. Mais moi j'ai une discipline qui fait que je vais pas chercher ces sujets-là. À tort peut-être, mais en tout cas je vais pas sur ce terrain-là. Tu parlais tout à l'heure que tu n'as jamais eu en course de désagréments, de mauvaises rencontres avec, des personnes de la jante masculine. Est-ce qu'à l'entraînement, quand tu pars seul à 5 heures du matin sur, les chemins et les routes, tu n'as jamais pris peur ou peut-être éveillé l'inquiétude de tes proches? Est-ce que, vous avez, je sais pas, tu as ton téléphone avec toi, il y a un live track qui se met en place? On voit tellement de choses, on l'a déjà évoqué, hein, dans certains épisodes. Je pense à Marina qui, du côté d'Orléans, court à 6 heures du matin. Ben, il y a peut-être des endroits que vaut mieux éviter et est-ce que toi tu as des exemples ou est-ce qu'il y a jamais eu vraiment de choses qui t'ont, empêché de sortir de cette discipline des séances très matinales? Non, moi j'ai jamais eu par chance ces mauvaises rencontres, encore moins le matin. En vrai, le matin tout le monde dort. Il y a pas que mes enfants, tout le monde dort. Heu, j'ai jamais eu, mais je comprends en fait, on a commencé l'épisode en disant: «Il faut s'organiser, même nous les femmes, on est capable de s'organiser» et cetera. On n'est pas toutes égales aussi avec ce sentiment de peur. Et la peur, ça fait partie des sentiments qui se contrôlent pas. Moi, j'ai pas peur. J'ai cette chance-là, et je me rappelle pas avoir fait de mauvaises rencontres, en tout cas pas assez pour que ça m'empêche ou que ça me contrarie ou que ça me fasse faire demi-tour. Enfin si, j'ai pu changer de chemin, mais en fait pas la nuit, hein. Le jour quand, les gens sont réveillés, enfin quand il y a du monde. En fait la nuit, je croise, vraiment très peu de monde, donc je m'interdis aucun chemin. Je vais partout, en ville, à la campagne, dans les quartiers, enfin je cours vraiment partout, et puis été comme hiver donc en ce moment c'est super agréable, hein. Il y a le lever du soleil, il fait beau et cetera. Mais la nuit, je pars, il fait nuit, je reviens, il fait nuit et je m'interdis aucun endroit. Par contre, jamais le même chemin, ce fameux chemin, enfin jamais le même Pas de parcours. routine, quoi. Ah oui, non. Je pense que ça, c'est vraiment, vraiment, s'il y a une règle à retenir, c'est pas de routine et effectivement le téléphone. Moi, je pars avec mon téléphone sur moi, je lance pas forcément un live track, heu, en tout cas mon conjoint, sait quand je pars parce que je le réveille pas pour partir, mais la veille au soir, je lui dis: «Bah, demain je pars, je fais tant de temps» et cetera. Je peux pas lui dire où je vais parce que je ne le sais pas, bien souvent. Mais enfin, moi j'ai pas peur, mais ça existe. En fait, c'est ça que j'ai envie de dire. J'ai pas peur, ça existe et ça forcément et j'ai pas de solution. J'ai la chance de pas avoir peur, mais j'ai pas de solution, pour ces jeunes filles, ou ces jeunes femmes pardon, qui voudraient aller courir le matin, mais qui ont cette trouille, de d'aller, seules la nuit ou alors essayer d'amener une copine. Ou monsieur ou un copain, partez pas seul, c'est peut-être ça la solution, mais effectivement à 5 ou 6 heures, on n'est pas très nombreux, quoi. Je le confirme, pour avoir expérimenté des séances avec l'association pendant cette période de canicule tôt le matin, ah bah, il y a des personnes, oui, qui ne sont pas matinales et pour qui l'exercice physique le tôt le matin n'est pas possible. Par contre, Céline, tu ne dois pas veiller devant la télé alors. Netflix, les séries, c'est pas ton dada, si on fait un Ah. comparatif avec, l'équitation. Ah, je suis nulle. Je suis nulle en série, je suis nulle en film, ouais, je suis, bah, là, hier soir, il y avait la France.
J'ai dit à mes enfants et à mon conjoint: «Vous me raconterez». J'ai pas regardé le match. Non, oui, c'est vrai que je suis nulle, je m'y intéresse pas encore une fois, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que le matin, tu mets le réveil loin de la table de chevet pour, être obligé de te lever? Toi, les parmi les astuces, hein, on prépare ses affaires le soir, on met, le réveil loin pour être obligé de l'arrêter et de sortir du lit? Ou est-ce que non, tu as cette discipline, dès que ça sonne, hop, ou peut-être même pas besoin de réveil, tu es déjà réveillée, prête à partir? Non, je mets pas le réveil loin de la table de chevet. Par contre, je l'éteins tout de suite pour pas réveiller monsieur. Et non, en fait, je me lève. Je peux pas trop expliquer pourquoi, parce que je pourrais pas dire que je suis pas fatiguée. Heu, mais non, ça fait partie, de ma journée. Je me lève le matin, je vais m'entraîner, ensuite j'attaque ma journée avec mes enfants, ensuite ma journée de travail, je retrouve mes enfants. Enfin voilà, c'est le mon rituel à moi, mes journées, elles ressemblent à ça. Donc oui, je prépare mes affaires, mais en fait, tout ça, c'est un peu dans l'esprit fantôme. Je prépare mes affaires pour réveiller personne, heu, je voilà, c'est pas tant pour gagner du temps, heu et la seule chose que je fais, c'est je m'habille, je me brosse les dents et je m'en vais. Le seul truc que je fais, c'est de me brosser les dents. À jeun? Pas d'alimentation, tu pars comme ça le ventre vide? Ouais, Ton corps est habitué. c'est pas très bien, il paraît, mais là, pour le coup, pareil, je suis pas encore capable, de faire autrement. Par contre, quand des fois je remets une séance le midi ou le soir, je mange avant, parce que là j'ai faim. Mais non, le matin, et puis encore dans ce côté discrétion, hein. Je m'habille, je pars. Tu disais tout à l'heure, par rapport à ta sœur jumelle, elle t'appelle sur la Barjo, elle te dit: «Ça va». C'est quoi? C'est qu'il y a une connexion, entre les 2 sœurs, quand l'une va pas, elle arrive à le percevoir? Comment tu l'expliques ça? Non, je crois pas que ce soit vraiment ça et encore que peut-être, bon, c'est sûr que c'est la personne qui me connaît le mieux sur cette terre. Non, c'est ma sœur qui sait que je suis partie, toute seule sur 120 kilomètres sur les plages du Cotentin et quand elle se réveille, elle se demande où j'en suis et si ça va, parce que ça l'intéresse. En fait, il y a aussi tout ça, c'est-à-dire que j'ai un frère aussi, ça l'intéresse pas et c'est pas grave. Enfin, elle, ça l'intéresse et puis du coup, ça l'intéresse tellement que maintenant je l'emmène sur des projets avec moi. Cette année, on est allés à Combloux ensemble, faire une épreuve, de 25 kilomètres avec le dénivelé qui va avec, et l'année dernière, on est allés au Mont Blanc et là, l'année prochaine, on va faire un trail dans le au Cambodge. Donc non, c'est qu'elle ça l'intéresse et elle, effectivement, elle veut savoir, c'est peut-être une de mes meilleures fans. Donc c'est juste ça. Je suis pas sûre qu'on ait vraiment une connexion. Après, on se connaît forcément très bien, heu et je pense que en fonction de ce que je lui mets comme message, je pourrais lui dire oui, si ça va non, qu'elle sentirait que c'est pas un vrai oui, quoi. Parmi tes autres fans, tes enfants, ton mari, tes parents, est-ce qu'ils sont à fond derrière toi également? Est-ce qu'ils sont présents sur certaines courses comme cette Barjo ou d'autres compétitions? Quel est le rapport quand tu les croises, quand tu les vois et quand ils sont avec toi sur une course? Ça te met la pression ou ça te booste quand tu les, aperçois sur une ligne de départ ou à proximité de l'arrivée? Et c'est très rare que ma famille, elle me suive. Je pars souvent toute seule. La donc déjà ça, en fait, ils vont être présents plutôt sur les courses, locales, autour de chez nous et il y en a quand même quelques-unes. Ça me met pas de pression particulière, c'est une grande fierté. Moi, j'adore que ma fille raconte à sa maîtresse que sa mère a gagné un 120 kilomètres. La maîtresse, elle me regarde avec des grands yeux en me disant: «Mais est-ce que c'est vrai?» Et Est-ce que vous entraînez un petit peu quand même? On ne sait pas? des fois, il faut aller confirmer auprès des copains et des copines, que ma fille a pas menti. Parce que c'est vraiment vrai que je cours 160 kilomètres. Heu, donc je suis hyper fière. J'ai pas de pression par rapport ni à mes parents, ni à ma sœur, ni à mon conjoint, enfin, mais je suis très fière que mes enfants ils puissent avoir ce modèle-là. Ils savent que je pars courir le matin. Ils et je trouve qu'en termes d'exemple, c'est vraiment leur offrir quelque chose.
de cette discipline. Ils savent aussi que c'est pas toujours facile. Ils savent que des fois j'ai un peu mal, des fois je fais un peu de complexe à la maison. Mes enfants savent ce que c'est que le complexe à 6 et 9 ans. Alors tous les enfants savent pas ça. Euh, non, c'est beaucoup de fierté envers mes parents qui ont pas toujours compris, qui ont jugé aussi. Hein. Forcément, ils avaient peur. Et c'est bien normal. Je pense que si mes enfants le faisaient, j'aurais peur aussi. Mais c'est aussi beaucoup de fierté d'appeler mes parents qui étaient en vacances en plus à ce moment-là et leur dire papa, maman, j'ai gagné. C'est trop beau en fait. Enfin, appeler à la maison et dire aux enfants cette fois j'ai gagné. Alors qu'il m'avait laissé une petite vidéo dans la nuit en allant se coucher, en disant maman, ce serait trop bien que tu gagnes. Bah, c'est une grosse fierté, c'est beaucoup de fierté, pas de stress parce que ils m'aimeront quand même si je fais 20e. Tu as pas besoin de l'approbation sociale, du résultat, du classement pour, prendre plaisir. C'est, beaucoup de simplicité dans ta pratique finalement. Tu vas capter les bons moments et puis sans te mettre vraiment, la rate au courbouillon avec, la pression du résultat, les kudos ou les commentaires sur Strava. Tu es pas à la recherche de tout ça. Non, Strava pas du tout. Je mets même pas tout en fait, je mets pas toutes mes séances sur Strava. Ah, tu les caches en fait, tu veux pas qu'on voit et dévoiler ton entraînement. Non, mais des fois j'oublie parce que elles se débloquent pas systématiquement. Des fois j'oublie. Des fois effectivement je les mets pas parce que je me dis les gens ils vont pas comprendre. Elle ressemble à rien la séance. Enfin, il y a des fois ça ressemble vraiment, c'est pas inspirant quoi. En fait j'aime bien ce côté. Et si je pouvais inspirer même deux filles par enfant ou deux personnes par an, je trouve ça super. J'ai pas de pression par rapport aux résultats. J'adore faire de bons résultats. Cette année, j'en ai fait quelques-uns et j'en suis hyper fière. Encore une fois, ça m'apporte beaucoup de confiance, d'estime. Voilà, je prends de l'assurance en fait grâce à ces performances. Et parfois, c'est difficile aussi le regard des gens, mais moi, j'en souffre plus presque au niveau local. Parce qu'en fait, je fais de la longue distance, donc je suis plutôt tracteur que Formule 1. Mais quand même, de temps en temps, je vais m'aligner sur des petites courses locales, sur du 10, du 5, du 15, 20 kilomètres, pour me mettre un peu sur de l'intensité, parce que je suis un peu joueuse. Et donc, du coup, le fait de mettre un dossard, ça me permet de mettre un petit peu d'intensité, ce que j'aurais pas fait à l'entraînement. Et c'est là où presque pour moi c'est plus difficile à gérer parce que j'ai envie de montrer que je sais courir en fait. Enfin, les gens ils se disent la fille elle gagne la Barjo et elle va pas quand même finir 50e du 10 kilomètres. C'est plus là où je me mets un peu de pression, euh, mais que je me mets toute seule hein, parce que finalement j'ai beaucoup de gens qui sont vraiment bienveillants au niveau local avec moi. C'est là où mais moi, faut que je fasse un travail là-dessus. J'ai envie de montrer, puisque pour une fois vous me voyez faire mes courses, je voudrais que vous me montrez que je sais quand même courir. C'est pas toujours le cas. Tu te sens ou tu penses être attendu sur ces courses-là, donc tu dis: «Il faut que je donne le meilleur visage de moi-même par rapport aux courses auxquelles je vais prendre part». Oui et c'est certainement vraiment faussé parce que je pense que je me dis que je suis attendue alors que les filles, elles en ont rien à faire, hein, en fait, de moi. Mais oui, c'est presque plus difficile à l'échelle locale, mais bon, on a chacun nos voilà, je travaille sur moi. J'essaye de faire cette course-là pour moi et bien souvent, je pars en me disant: «Mais en fait, là, c'est bon, c'est que pour toi, c'est pas grave». C'est des courses prépa en plus, mais je sais pas, il y a un truc un peu, quand on met un dossard, on est un peu moins malin que quand on n'a pas de dossard quand même, hein. C'est ce que Enfin, j'allais ça, dire. c'est Est-ce que tu arrives quand même à en faire des courses de prépa où dès que tu as le dossard, le tracteur envoie la gomme? ah oui, non, dès que j'ai le dossard, en principe, le tracteur envoie la gomme. Sinon je le mets pas. Sinon, je vais faire ma sortie de 20 kilomètres toute seule et je fais mon tracteur toute seule. Non, oui, j'ai un peu ce côté, je trouve que quand on met un dossard, je dis on, peut-être c'est que moi, mais quand je mets un dossard, je suis un peu moins intelligente que quand je mets pas de dossard, c'est sûr. Mais ça me permet de sortir de ma zone de confort, ce que je fais pas du tout à l'entraînement.
à l'entraînement. Moi, je fais 95% d'entraînement plaisir, hein. Je fais assez peu de fractionnés. Enfin, donc oui, ça me permet quand même de monter un peu le cœur, quoi. Tu vas pas chercher les séances qui pourraient te faire mal. Tu dis: «Moi, c'est du plaisir, donc je sors et celle-là, j'en veux pas, donc je la fais pas». C'est moi qui me fais mes propres séances, donc en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Je me je programme pas de séances qui vont me faire mal. Non, c'est faux, enfin, je fais un petit peu, d'intensité, un peu forcément, il en faut quand même un petit peu, mais un petit peu. C'est vraiment à dose homéopathique, hein. Alors c'est vrai que quand tu arrives sur une, compétition comme là dans le Cotentin, personne te connaît. Qui c'est Céline qui arrive de Seine-et-Marne? On la connaît pas et elle finit sur le podium. Ouais, c'est super agréable, effectivement, mais personne me connaît, mais je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui se connaissent quand même. C'est des courses qui rassemblent, quand même des gens qui viennent d'assez loin, j'imagine, ou en tout cas qui ont pas l'habitude de se croiser tous les dimanches. Mais oui, personne ne m'attend. Ils avaient publié les favoris de la course sur lesquels j'apparaissais. Je crois que j'apparaissais 4e de mémoire. Donc je pense qu'ils avaient fait ça grâce à nos index, UTMB ou quelque chose comme ça. Donc personne me connaît, mais moi je sais que je peux jouer puisqu'ils m'ont sorti dans les favoris. Je me dis: «Ah, je fais quand même partie des 4 premiers». Et cette année, à chaque fois que j'ai été sortie dans les favoris, j'ai fait une super performance. À la backyard, j'ai fait une backyard cette année pour la première fois. Et j'ai été pareil, on m'a annoncé dans les outsiders parce que j'avais jamais fait de backyard et je termine deuxième fille en 26 heures. Donc jusque-là, ça m'a plutôt réussi. Pareil, les Lumières de la Muselle cette année, j'avais été annoncée sur le 42 kilomètres et je me souviens plus exactement de mon classement, mais j'ai pas démérité de mon statut de favori. Tu étais, à la hauteur du rendez-vous Oui, sur ces courses-là. c'est ça, exactement. Bon, c'est toujours agréable, c'est flatteur en fait. Et sur ce format backyard, comment tu l'as vécu? Parce qu'on sent qu'il y a vraiment un engouement pour ces courses, bah, qui sont finalement sur un format très resserré où les concurrents vont se retrouver, pour le départ et pour, chaque nouveau tour, ton petit fauteuil, ton petit ravitaillement. Est-ce que tu as aimé? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de renouveler? Mais déjà cette première expérience, comment tu l'as vécue? Pour être vraiment honnête, j'étais un peu jugeante sur ce format. Moi, on a parlé de la liberté au début de l'entretien. J'aime ces courses, ces longues distances parce que ça m'apporte très fort ce sentiment de liberté et je m'étais dit, bah, la backyard, enfin là, en termes de liberté, tourner sur la boucle pendant des heures et des heures, bon, en termes de paysages, on va les avoir, connus les paysages, quoi. Et puis il y en a une qui s'est organisée, près de chez moi, heu et avec des copains à l'organisation et je me suis dit: «Ah, c'est l'occasion». Et en plus, c'est l'occasion parce que j'ai embarqué mon père et ma sœur. Donc je me suis dit: «C'est chouette parce qu'on va partager ça». Je pense que la backyard est pas du tout la même si tu es assisté et si tu l'es pas. Moi, j'avais choisi du coup d'embarquer mon père, ma sœur en disant: «C'est parti pour une nuit blanche. Je vous monte un barnum et on se retrouve toutes les heures». Donc ça a été, la mon premier point positif parce que je pars toujours toute seule et donc là, le partager avec mon père et ma sœur, pendant la durée de l'épreuve, mais il y a aussi mon conjoint qui est passé, mon fils qui est venu parce qu'il revenait de sa compétition de BMX et du coup, il est passé aussi. Enfin, il y a eu ce côté partage et tout qui était vraiment très fort et super. Et ensuite, concernant l'épreuve vraiment en elle-même, moi, je trouve ça très intéressant dans ce côté convivial. Contrairement à la longue distance, tu jamais seul. Toutes les heures, tu repars avec tout le monde, ça discute, ça papote, tout de jour comme de nuit et cetera. Ce côté convivial m'a vraiment plu et je l'avais pas imaginé. Je trouvais ça super de ce côté-là et physiquement, c'est très difficile. J'ai mis du temps à m'en remettre. Plus que j'ai fait 26 heures, ça correspond à 175 kilomètres. Moi, j'avais déjà fait 164 kilomètres avec un peu de dénivelé. Là, il y en avait, pas, presque pas. Et je me suis remise,
plus difficilement de cette backyard. Enfin, musculairement, c'est un autre effort. Le fait de s'arrêter, de repartir, et cetera, c'est vraiment différent. Heu, j'ai aimé j'ai aimé la performance, le côté jusqu'où on va et à quel moment, tu mets le clignotant, le fait qu'il y ait pas de ligne d'arrivée, le fait que là, tu décides toi quand tu t'arrêtes. Ça m'a vraiment plu ce côté mental. Il y a, les ressources mentales, qui sont très particulières. Donc j'ai beaucoup aimé et oui, je referais. Mais je ferais pas une saison de backyard. J'en ferais une par an peut-être, mais je ferais pas une saison de backyard parce que, encore une fois, ce sentiment de liberté, tu l'as que quand tu arrives, en haut du plateau d'Amparis, dans un mois. C'est incomparable cette sensation-là que tu retrouveras pas sur une backyard. Là, 26 heures, c'est toi, hein, tu l'as dit, qui a choisi de stopper, de mettre le clignotant. C'est pas la barrière horaire qui t'a arrêté. Non, j'ai choisi d'arrêter. On était partis, en soirée et la première nuit, il a plu toute la nuit. Une fois, la nuit, passée, la journée était bien plus agréable. Sauf que j'ai pas eu le courage, c'est vraiment ça, de repartir pour une nuit en imaginant que peut-être il allait pleuvoir. Tu imagines que les chemins étaient boueux, retournés, enfin, et j'ai pas eu ce courage-là de réattaquer la nuit. Donc j'ai arrêté, juste, à la frontale. Quand il fallait remettre la frontale, j'ai dit: «Ah, j'y arrive plus. Je me vois pas refaire la nuit». Parce que j'ai dans mes tu sais, on a tous un peu des phrases, qu'on se répète comme ça et il y en a une d'entre elles, c'est: «Tu prends jamais de décision la nuit». C'est-à-dire que si je pars sur un ultra et que vraiment ça va pas dans la nuit et cetera, je n'abandonnerai pas la nuit. J'attendrai que le jour se lève Ça me et rappelle quelqu'un, cette phrase. et du coup, je me suis dit: «Mais alors là, si je repars la nuit et que du coup, ça veut dire qu'il faut que je re jusqu'au lendemain matin», mais tu sais, parce que tu es plus lucide, quoi. Forcément que j'aurais arrêté la nuit s'il avait fallu et là, je me suis dit: «Ah non, je peux pas repartir pour une nuit» et donc je suis pas repartie. Musculairement, tu sens que tu avais quand même les jambes pour aller plus loin, en dehors de Oui. ce côté conditions météo, la nuit abominable que tu venais de passer? Oui, oui, bah, tant que tu marches, tant que tu avances, tu peux y aller sur la backyard, hein et j'avançais encore. C'est dès que tu t'arrêtes que c'est «horrible» entre guillemets. Mais oui, oui, j'aurais pu continuer encore un petit peu, je pense, ouais, je pense. Jusqu'à ce que la barrière, elle m'attrape. Parce que là, mon si je pouvais avoir un regret, c'est que je me suis pas fait attraper par la barrière. J'ai décidé de pas repartir. Ça se trouve, j'aurais peut-être refait qu'un tour de plus et je me serais fait attraper par la barrière. Mais je pense que tant que la barrière, elle t'attrape pas, bah, faut continuer. Alors par rapport à toutes ces courses, Céline, auxquelles tu as pris part, lesquelles, tu pourrais placer sur ton top course? Soit en termes d'émotion, d'accomplissement, de ressenti. On va pas parler de chrono parce que c'est pas forcément ce qui t'intéresse le plus, mais, celles qui sont les plus marquantes. Si tu en avais 2 ou 3 à positionner sur, ton podium. Ma course de cœur, c'est la Grande Ourcq, forcément. Hem, c'est là que j'ai découvert, commencé et depuis qu'elle existe, j'ai fait toutes les éditions et toujours la plus longue distance. Et l'année dernière, je l'ai fait en run and bike, super expérience aussi. Donc ma course de cœur, ce serait la Grande Ourcq, qui va pas être connue par, les auditeurs, mais je vous invite à aller faire la recherche et cliquer. C'est une petite course, locale, qui mérite d'être, connue parce qu'elle est organisée avec beaucoup de cœur. Donc je pense qu'il faut voilà, celle-ci elle est particulière forcément. Ensuite, il y a la Lyon-Saint-Élion. Parce que ça a été aussi, la plus longue distance que j'ai faite, jusqu'à la Bacard. Hem et ce côté aller-retour, cette bienveillance qu'on reçoit des coureurs du retour, elle est particulière. J'aime beaucoup la Lyon-Saint-Élion aussi et c'est difficile de choisir une autre. J'ai envie de mettre la Bargeau. Forcément, cette première place, c'est une première.
première place dans la cour des grands, même si j'ai déjà gagné la Grande Ourcq 2 fois. La densité est pas la même. Enfin voilà, il y a des milliers de coureurs sur la Barjo. Faire une première place là-bas, c'est un grand honneur. Donc, euh, donc ouais, la Barjo en troisième, je pense. Alors maintenant, si on se projette vers la suite de ta carrière sportive en course à pied, quelles seraient les courses qui te font rêver, s'il y en a, et vers quelle distance tu souhaites te diriger? Est-ce que tu vas continuer à augmenter? On a l'impression parfois qu'il y a une frénésie des kilomètres avec le toujours plus haut, toujours plus loin. Est-ce que toi, tu rentres dans ce mouvement-là ou là, tu as atteint finalement cet équilibre où tu te dis, par rapport à mon emploi du temps, par rapport à mes attributions de maman, de professionnelle, je suis au maximum de ce que je peux donner? Je pense pas forcément augmenter. J'ai en tout cas pas cette envie-là du kilomètre en plus, en tout cas, malgré que à la fin de l'année, je fais 175 kilomètres, mais j'ai pas forcément cette envie-là encore à augmenter, aller sur 200 ou pas forcément cette envie-là. Il y a encore des expériences que j'aimerais faire, notamment des courses à étapes. J'ai pas encore eu le courage de ces courses à étapes et pourtant elles me font forcément rêver. On parlait de la Barjo. Il y a sur la Barjo le raid de l'Archange, qui est une course qui se fait sur plusieurs jours, en bivouac, sans assistance, etc. Euh, En termes d'ambition, celle-ci, j'espère la cocher en 2027 si tout va bien, si tout colle, les dates, etc. On en revient toujours à nos plannings, nos emplois du temps. Si ça colle, elle me plairait beaucoup parce que maintenant que j'ai vu l'organisation, je sais qu'il y a beaucoup de bienveillance. Donc, je me sentirais assez sécure de retourner là-bas parce que là, on parle de course à pied, mais on est dans une aventure. Il faut qu'on ait de quoi boire, manger de façon autonome. Enfin, là, il y a personne qui va te masser les pieds à la fin de ton 120 kilomètres, hein. Tu repars le lendemain après avoir dormi 6 heures. Donc, la course à étapes, c'est quelque chose qui me fait envie en termes d'aventure. Alors, est-ce que la course à pied, au regard de ce que tu avais vécu avant en tant que cavalière et dans le domaine équestre, a révélé des pans de ta personnalité que tu ignorais? Oui, plein. J'en découvre encore. Euh, Ça m'a donné je pense que c'est vraiment le sport qui m'a donné le plus confiance en moi et pourtant j'en ai gagné des compétitions quand j'étais à cheval ou quand je faisais du judo, heu, mais en fait, au-delà du classement, je suis capable. Je suis capable de faire 65 kilomètres par -10, je suis capable de faire 100 kilomètres, je suis capable de faire 120. Enfin, tu parlais de regarder, de m'excuser, etc. C'est probablement un des traits de ma personnalité. Je suis comme ça. J'ai peut-être pas forcément confiance en moi, mais là, c'est factuel. Tu le finis. Personne peut remettre ça en question. Ton 100, ton 120, tu l'as terminé. Donc, oui, forcément, ça a révélé une discipline, une détermination que aucun autre sport m'a apporté. Enfin, la discipline dans l'équitation, on l'a aussi beaucoup. Parce que là, c'est pas de nous dont il s'agit, c'est de nos chevaux. Donc, il n'y a pas d'excuse. Il faut que eux, ils soient bien, en bonne santé, etc. Et pour ça, il faut être discipliné. L'équitation, c'est tous les jours, tout le temps. On laisse pas un cheval dans son box, pardon. Euh, donc, la discipline, je pense qu'elle vient de l'équitation. Mais le reste, l'adaptabilité, trouver des ressources, prendre du recul, pas s'affoler, trouver des solutions dans tout, pour tout, des petites comme des grandes choses. Oui, forcément, la course à pied, elle m'a appris ça, c'est sûr, sur moi. Avec des transferts dans ta vie quotidienne, dans ta vie professionnelle, ça t'a servi et ça te sert encore aujourd'hui. Sans la course à pied, tu aurais peut-être pas, le même caractère ou la même patience au travail et dans tes activités, périphériques. Oui, c'est évident. C'est évident ce truc du c'est pas grave.
combien de fois on se prend la tête sur des détails de notre quotidien, enfin, qui n'en sont pas là au moment où on le vit, mais quand il y a tellement de détails qui nous prennent la tête pour nous, nos enfants, au travail. Moi, ma fille, enfin, mes enfants, hein, mais mon fils, il a déjà plus cette personnalité de dire, oh, c'est pas grave. Ma fille, un peu moins. Et quand des fois, elle se prend la tête sur des détails, je dis, mais ça, dans la catégorie des graves ou pas graves, on est où? C'est pas grave, on va trouver une solution, on va faire autrement. Donc ça, forcément, oui, ça vient de la course à pied, puis peut-être de la vie en général. On grandit aussi, on vieillit. Il y a plein de choses où je me suis dit, bah, il y a plus grave quand même dans la vie. Céline, si tu avais des conseils à donner à des jeunes femmes, des mamans, des personnes qui n'osent peut-être pas aujourd'hui se lancer sur la course à pied sans pour autant aller faire 175 kilomètres, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil par rapport à ton témoignage, à ton histoire et à ce que tu as traversé dans cette jeune pratique de la course à pied, mais déjà avec une solide expérience? Si je pouvais donner des conseils, d'abord, ne vous jugez pas. En fait, je vais beaucoup penser à mes collègues parce qu'il y a beaucoup de collègues avec qui je partage ces retours d'expérience course à pied et elle me dit souvent oui, mais comparé à toi, franchement, ce que je fais, c'est quand même pas grand-chose. Mais en fait, on s'en fiche. Enfin, donc ne vous jugez pas. Allez-y, marchez, courez. Marcher, c'est pas tricher, hein. Genre, j'ai plein de personnes autour de moi qui partent courir et qui marchent un peu et alors là, du coup, la séance, elle était nulle. Bah non, je suis pas d'accord avec ça. Marcher, c'est pas tricher. S'il y a besoin de marcher un peu pour repartir, ben on marche un peu et on repart ensuite. Enfin, il faut vraiment pas se contrarier de ça. Et ensuite, être régulier. C'est pas quand il fait beau et qu'il faut préparer le summer body, body pardon. Je pars 4 fois par semaine et puis l'hiver, 1 fois tous les 10 jours, ça marche pas. Du coup, on a l'impression de régresser et c'est pas très bon pour l'estime de soi. Donc être régulier et effectivement l'organisation, la discipline. Si vous êtes calé pour courir entre 12h30 et 13h, il faut pas se trouver d'excuses, il faut pas trop s'écouter parfois même et il faut y aller. Et un dernier conseil, c'est ne courez pas sur une blessure. Parce que même mes collègues qui courent 5-10 kilomètres, elles sont blessées, elles courent quand même. Non, en fait, on prend le temps de se soigner, de prendre soin de soi, et quand ça va mieux, on y retourne, parce que sinon on n'en sort jamais, et du coup on n'est pas dans la course à pied plaisir, parce qu'on court en se faisant mal. Donc faut se faire plaisir quand même en courant, c'est quand même, je pense, vraiment, s'il y avait un mot à retenir, c'est faites-vous plaisir là-dessus. Et qui veut aller loin ménage sa monture. La cavalière que tu es et que tu restes ne dira pas le Non, contraire. non, pas du tout, exactement. Céline, on va arriver à la fin de notre épisode avec la traditionnelle dernière question, l'instant à côté de mes pompes. Alors quand tu n'es pas en train de planifier, préparer, t'entraîner en course à pied et en trail, qu'est-ce que tu aimes faire? Je pense que par rapport à tout ce que j'ai dit, ça va paraître un peu bateau, mais j'aime le temps avec ma famille, avec mes enfants, avec mes parents, avec ma sœur. J'aime ces temps partagés et avec les copains aussi, bien sûr. J'aime juste passer du temps avec les gens que j'aime. J'aime voir ma sœur faire du sport, ma mère faire du sport, mes enfants faire du sport. Je sors les pouet-pouet, les cartons, j'adore encourager tout le monde. Je suis super fière de eux tous, de tout ce qu'ils font chacun dans leur sport et dans leurs envies. Et j'adore ces moments-là. Ça reste un peu avec le sport, mais et pas que. J'aime aussi les barbecues avec avec du pain, du fromage, des saucisses. Bon, en tout cas, merci pour avoir
pris du temps pour enregistrer cet épisode. Si des auditeurs et des auditrices veulent venir vers toi pour des conseils dans l'organisation, pour leur montrer que c'est possible, par quels moyens on peut te contacter? Sur les réseaux sociaux, l'Instagram, le Facebook, c'est assez simple, c'est mon nom et mon prénom, donc Céline Mohr, M-O-H-R. Je suis sur Instagram et sur Facebook. Je suis pas sur TikTok, je pense que j'ai pas encore réussi à passer le cap, générationnel, mais voilà, vous mettez un message, je réponds, tout le temps, en fait. J'adore, ces échanges-là, quand il y en a, il m'est arrivé qu'il y en ait avant des courses, même, «Qu'est-ce que je mets comme chaussures?» Toi qui a déjà fait cette course et je trouve ça génial qu'on puisse échanger là-dessus, donc n'hésitez surtout pas. Eh bien, merci Céline pour cet enregistrement. Je te souhaite un très bel été avec de nombreuses sorties matinales. Et puis, on se dit à une prochaine pour peut-être de nouvelles aventures avec de nombreuses courses dans ton escarcelle. Merci beaucoup et puis merci pour l'invitation. J'ai été très flattée de cet échange. Merci. Au revoir. Merci à toi et pour les auditeurs, eh bien, osez, comme Céline, levez-vous le matin, testez au moins une fois, vous verrez, on en apprend beaucoup sur soi et après on passe une très bonne journée. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast À côté de mes pompes. Belle semaine à vous. Cet épisode avec invité sur le podcast À côté de mes pompes est désormais terminé. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas sur les différentes plateformes à venir échanger, à entamer la conversation. C'est un réel plaisir pour moi que de prolonger ces discussions. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.